La série des prospects NBA continue pour la draft 2020 et aujourd'hui, énorme morceau puisqu'on va s'intéresser aux frères cadets de la famille Ball après Liangelo et après Lonzo qu'on connaît très bien, Liangelo qu'on connaît un peu moins d'ailleurs. On va s'intéresser à Lamelo, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour en parler, Erwan et Alan d'envergure. Allons tout de suite dans le vif du sujet. Lamelo Ball, on le connaît quand même tous, on l'a vu à la fois au lycée, on l'a vu en Europe, c'est dans quel pays, je sais même pas, en Lituanie à côté, ouais. Et maintenant, l'année dernière, en Australie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lamelo Ball, est-ce que tu peux nous faire un petit profil, s'il te plaît, de ce joueur? Déjà, comme tu l'as dit, il avait joué en Lituanie, donc début 2018, avec son père, parce que en gros, Liangelo s'était fait suspendre par la NCAA parce qu'il avait volé dans un Vuitton et dans un magasin Vuitton en Chine avec deux de ses coéquipiers de UCLA. Donc son père a dit bon, il peut pas jouer, on va aller jouer ailleurs. Ils sont venus jouer en Europe. Lamelo, il avait joué, mais c'était début 2018, donc il avait 17 ans. Il avait même pas de 17 ans avec des adultes. Il s'était fait casser la gueule. C'est mal fini. Il est revenu, il a joué à Spire, donc c'est une académie aux États-Unis, c'est une prep school un peu dans comme l'Ohio, ouais. Ouais, exactement, un peu comme IMG, Montverde, tous ces noms que les gens connaissent mais qui sans vraiment connaître. Et après voilà, donc parce qu'il avait signé pro, il pouvait pas aller à UCLA parce qu'il avait pris de l'argent en Europe, on en avait parlé la dernière fois, donc il a été en NBL en Australie comme RJ Hampton qui a été en Nouvelle-Zélande et il a joué toute l'année, meneur titulaire aux Hawks d'Illawarra. L'une des pires équipes du championnat. Yakuba, Yakuba Illawarra, le Yak qu'on embrasse. On embrasse toujours. Et donc il a fait des stats, on en a déjà parlé en fait, il a fait ses stats en gros du 17-7-7, pourcentage problématique au tir, qui pouvait s'expliquer mais qui était quand même assez problématique. Et voilà, il a meneur titulaire d'une équipe professionnelle à même pas 18 ans. À 18 ans. Lamelo Ball est donc un meneur de jeu de très grande taille, on l'a vu, 2,01 m, plutôt frêle, mais il a quand même progressé physiquement et naturellement au vu de son âge. On se souvient qu'il y a 3 ans, on le voyait essayer de dunker, maintenant il dunk en match, c'est quand même plus rassurant. Lamelo Ball est donc tout en haut de toutes les mock drafts, les équipes l'adorent. Il y a pas mal d'infos qui sont sorties lors des interviews ces derniers temps, mais on reste d'abord sur le profil Erwan, un meneur de grande taille. Il y a beaucoup des meneurs dans cette draft, mais c'est tout à fait le genre de profil qu'on peut voir dominer en NBA. Ouais, le grande taille est talentueux. On le voit, alors c'est vraiment le talentueux cliché, quoi. Grand, nonchalant, mais par contre... très nonchalant même. Archi nonchalant, d'ailleurs, ça peut être agaçant, peut-être pour certaines franchises, mais par contre, il pue le basket. C'est très dur il est très, très compliqué il est tout sauf prévisible comme joueur, en fait. On ne sait jamais ce qu'il va faire. En tout cas, mais souvent, c'est pour amener des bonnes choses. Bon passeur, il a un sens du jeu. C'est Alex qui nous expliquait que des fois, dans le trafic, il y a des passes qui partaient. Personne ne s'y attendait. Il a un vrai talent. Je pense que le tir, pour moi, sur des profils comme ça, je ne suis pas inquiet. Dixit, l'évolution de Jason Kidd sur l'adresse à 3 points. Maintenant, voilà, c'est un mec, lui, pour le coup, qui aura souvent la balle en main, et en général, quand il a la balle en main, il se passe plutôt des choses intéressantes. Maintenant, il va falloir qu'il franchisse le cap professionnel NBA. Il l'a fait un peu en Europe, il l'a fait en Australie. Maintenant, la NBA, on imagine que l'équipe qui va le drafter va quand même lui filer un peu les rênes. Il va falloir qu'il y ait beaucoup moins de déchets quand même chez lui. Maintenant, c'est un mec très jeune, et je suis persuadé que du déchet, il en aura de moins en moins et ça. Il en avait déjà pas beaucoup. Franchement, il en avait déjà pas beaucoup. Il faisait 3 fois plus de passes décisives que de pertes de balles. Avec le jeu à risque qu'il a à son âge, moi, ça m'a impressionné. Les défenses vont plus être les mêmes. C'est vrai, mais ça m'a quand même impressionné. Il faisait beaucoup moins de passes casse-croûte et de mauvaises décisions qu'avant. Et en plus, comme je l'avais dit la dernière fois, ses coéquipiers ne l'ont pas toujours aidé. Est-ce que c'est un pass first? Oui. C'est un maestro du pick and roll. C'est le meilleur joueur de pick and roll avec Tyrese Haliburton de cette draft pour moi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on voit très bien les images, il le joue très bien, très belle manipulation visuelle des défenseurs pour un peu les faire les bonnes passes ensuite. Il fait les deux passes type du pick and roll, il les maîtrise, c'est-à-dire la passe pour le rollman, donc pour le poseur d'écran. Soit à terre ou en alley-oop. Ou la passe pour le shooter dans le coin. Il les maîtrise hyper bien, il fait beaucoup de passes aveugles, il se prend pour Ronaldinho, même des passes... On va voir des passes entre les jambes, des passes... pour Ribéry. C'est vrai que c'est un gars qui, comme Trae Young, ces dernières saisons, ou Luka d'ailleurs, on va voir des passes dans toutes les positions possibles. Créativité, beaucoup de très belle manipulation visuelle, franchement c'est un truc qui m'a impressionné pour son âge. Et ouais,
Tout ça avec pas énormément de déchets. Je le dis, 7 passes d'ess pour 2 pertes de balles. Pour un jeu à risque comme ça à son âge, en NCA, il y a beaucoup plus de déchets sur certains meneurs de cette draft. Il y a un truc moi que j'aime bien aussi dans son jeu, c'est que je le trouve rapide. Très rapide, Ouais, tu vois, surtout sur sa main gauche, tu vois, en faisant hop et en partant comme ça, c'est un truc qu'on le voyait quand il était très jeune qu'il avait ce côté-là, mais comme il est très grand et très rapide, il y a moyen qu'il batte ses défenseurs en 1 contre 1 très rapide, C'est enfin, ça. très souvent. C'est pas un athlète ce sera pas un joueur qui va dominer, qui va créer des choses par rapport à son premier pas hyper athlétique, mais c'est un joueur qui a progressé physiquement, a travaillé sur son explosivité et surtout a une dextérité balle en main qui fait que je dis pas que je le compare pas à Luka, pas du tout, mais Luka il bat pas ses adversaires grâce au premier pas, il bat ses adversaires grâce à une dextérité balle en main, une série de moves. Techniquement, ouais. Techniquement, lui c'est la même chose. Il crée sa séparation techniquement. Grâce à sa dextérité balle en main, grâce à des hésitations qu'il fait, comme tu l'as dit, il maîtrise bien le step back, des changements de direction. C'est comme ça qu'il arrive à créer son tir. Il ne crée pas son tir parce qu'il va créer 2 mètres de séparation comme Kemba sur un move. Lui, il va créer son tir parce qu'il est hyper à l'aise balle en main, fluide, vif aussi, comme tu as dit. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup au scout. Parlons un peu de son tir. Il a une mécanique un peu particulière qu'il essaie de gommer ces dernières années. On l'a vu parfois vraiment adroit et parfois là en Australie à être vraiment catastrophique. 25% à 3 points, 25% à 3 points. 37% au tir. Alors que c'est pas la même ligne qu'en NBA. Notre ami Lamelo Ball, est-ce que ça c'est très inquiétant? On voit son pourcentage au tir, 37, c'est une catastrophe. 25% à 3 points, ça s'explique parce qu'il prenait beaucoup de tirs casse-croûte. Des fois, il restait 5 secondes sur la possesse, on lui ressortant, il disait bon bah vas-y. Tire. Donc là, ça fait baisser les pourcentages. C'est vrai qu'il est là-bas aussi. Hein. C'est pour ça, mais ça faisait quand même baisser les pourcentages de prendre les tirs de fin de possession. Il prenait beaucoup de tirs en sortie de dribble. C'est plus facile d'avoir un pourcentage plus haut sur un joueur qui est massivement sur du catch and shoot que sur du tir en sortie de dribble. Le tir en sortie de dribble, c'est un truc de joueur élite. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas élite en sortie de dribble. Les flashs sont là par moment. Sur la fin de saison NBL, il y a quelques cartons où, franchement, sortie de dribble, il tirait à 10 mètres et c'était intéressant. Mais en termes de continuité, c'est pas encore ça au niveau du tir. Et aussi, c'est un joueur qui finit mal au cercle. Ouais, ça c'est aussi par rapport à ses qualités athlétiques, c'est qu'il est rapide, mais il n'est pas très fort. D'ailleurs, on voit son poids, 89 kilos. Moi, c'est un truc qui m'inquiète un peu dans son jeu, à l'image de son grand frère. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des similitudes par rapport à son tir, le fait qu'il soit très irrégulier, et au fait qu'il ne soit pas des très bons finisseurs au cercle. Bah, quand t'as pas de tir externe et fiable et que t'exploses un peu au contact à la finition, vaut mieux être très fort sur les tirs drops. Ouais, faut être pour le entre deux là. Voilà, sur les flotteurs, absolument. Après, j'ose espérer qu'il ait quand même une marge de progression un peu autre que son frère. Et d'ailleurs, peut-être que le début de carrière de son frère va aussi lui donner des idées de se dire que vivre sur une hype et sur un talent certain ne suffit pas. Donc maintenant, à voir où lui va tomber. Son frère, il est quand même tombé chez les Lakers où son père n'a rien fait pour arranger les choses. En plus, il est tombé chez les Lakers qui étaient en pleine reconstruction. Peut-être que si était tombé ailleurs, notre ami Lamelo Ball serait peut-être été différent. Lonzo, ouais, à voir où lui va tomber. Mais je pense qu'au-delà du basket et des qualités de certains, peut-être que d'avoir vu son frère depuis 3 ans un petit peu galéré et un petit peu décevant, on va pas se mentir, décevant. Peut-être que lui aussi se dit qu'il y a peut-être d'autres ingrédients à mettre que vivre comme son frère a voulu faire. Quoi. Est-ce que après, et pourtant Lonzo, on a souvent salué le fait qu'il bossait et tout, donc et sa mentalité, il l'a jamais traduit dans les matchs. Parlons un peu de ses entretiens pré-draft. Ce qui ressort ces derniers jours, c'est que c'est une brave catastrophe et que même sa cote est en train de un peu tomber à cause de ça. Après, on est dans la période des écrans de fumée de partout, mais ce qui ressort, il y a eu 2-3 articles qui ont été faits comme quoi il est assez nonchalant, assez sûr de lui, désinvolte en interview. Donc ça plaît pas forcément. L'interview, c'est avec les franchises. Hein. C'est ça. Oui, c'est pas les entretiens avec les scouts. Voilà. C'est que lors des entretiens avec les franchises, où en fait ils sont en train d'évaluer ton QI, ta motivation et ton caractère. C'est le moment quand même de causer, de cocher les bonnes cases sur le QCM. Par exemple, es-tu motivé? Oui. Et plutôt je suis le meilleur du monde et je vais tout niquer. Tu vois, c'est aussi ça la réalité. Et on a
l'impression que sa désaventure, ça va le desservir en fait. Ouais, ça peut le desservir. Franchement, en fait, les gens pensent que les mecs, les front office font venir les joueurs pour les workouts. En vrai, les workouts, ils les ont regardés sur du film pendant un an. Ok, un petit workout, c'est bien, mais ils veulent surtout rencontrer la personne, parler avec lui. Le feeling avec le gars, quoi, ça paraît évident. C'est une carrière de basket. C'est comme une première date. C'est comme une date Tinder. Hein. La première date. Mais non, mais c'est vrai. T'as scrollé sur Instagram, t'as vu et tout. Bon, on l'a rencontré, quoi. Bah ouais, première date, et puis elle arrive, elle s'en bat les couilles. Je suis la plus belle, nana. C'est ça. Assume main derrière. Hein. Elle a 2K donc sur Insta, donc. Lui, il a plutôt 2 millions. Oui, c'est ça. Bon courage. Bah, c'est déjà une star. C'est une star des réseaux sociaux. En Australie, c'était l'attraction principale. Tous les matchs étaient super bien vus. Autre aussi, il est déjà assuré financièrement. Ça, c'est vrai que c'est un truc important. Alors, la famille Ball est riche même avant que Lonzo aille en NBA. On les voyait au lycée avec des déjà une réussite du papa qui avait été footballeur américain professionnel. Le papa avait déjà du cash. On les a toujours vus dans les grosses bagnoles. Ils ont eu une croissance incroyable sur Instagram. D'ailleurs, je vais regarder aujourd'hui à combien est la Mélo. Est-ce que ça peut pas être aussi par rapport à la désinvolture un frein? Tu vois, sa motivation ou pas. Ça peut être aussi, moi j'ai quand même l'impression que ce mec-là, depuis tout petit, il est habitué à avoir les caméras sur lui. Quand même, depuis le lycée, on attend. Il y a 5,6 millions. Hein. Depuis le lycée, on attend. Ça fait 3 ans, au moins 3 ans qu'on attend ce mec-là à la draft. Plus 4 parce que son frère est drafté 2017. Et ça faisait déjà au lycée où ils étaient ensemble, donc depuis 2015. Il a eu 92 points. Il a eu 92 points en contre-attaque. Ça fait au moins 4 ans que ce mec-là, on l'attend à la draft pour rentrer en NBA. Et en 4 ans, il aurait pu se passer tout et n'importe quoi. Et alors, oui, il y a eu des phrases qui sont parties en Europe, ça a été Mais au final, il est là, 4 ans plus tard. Il est considéré, il est attendu top 1, pourquoi pas top 2, top 3. Il est là. C'est un des meilleurs prospects de la draft. Donc finalement, il y a eu, tous les réseaux sociaux, toutes les émissions de télé-réalité, tout ce qu'on veut. Mais au final... il est dans les clous. Au final, il est dans les clous. Il va être drafté top 3. Et donc, il est attendu. Et pour l'instant, en tout cas, dans toutes les attentes, il est là. Donc, il est habitué à la pression. Il est habitué à avoir du pognon. Et je pense que ça, quelque part, c'est aussi rassurant par rapport à d'autres. Complètement, ouais. Il est habitué à avoir l'attention sur lui, que ce soit des défenses ou des médias. Donc sur le terrain et hors du terrain. Et ça, c'est quelque chose qu'il a su montrer qu'il pouvait déjà le gérer. Après, voilà. Après, c'est mal vu. En fait, que ça soit mal vu aux États-Unis, ça me dérange plus parce qu'en France, on dit souvent les sportifs des fois sont un peu désinvoltes ou sont un peu hautains. Aux États-Unis, on dit jamais ça parce que tous les sportifs sont hyper confiants et ça choque pas que LeBron dise qu'il est le meilleur ou tout ça. Aux États-Unis, ça choque moins qu'en France. Il y a une différence entre la confiance et la désinvolture. Et la désinvolture et le je m'en foutisme peut-être. En fait, on n'est pas dans les interviews. Ça c'est sorti depuis une semaine. On va voir si ça aura un impact le soir de la draft. Moi, comme le dit Erwan, il joue avec de la pression depuis 5 ans. Et il est quand même... Tout le monde l'avait un petit peu enterré. Et moi, quand je disais il y a un an, bah non, je le laisse dans mon top 5 de la draft. Même avant l'avoir vu, on me disait « Ah, mais t'es fou !» Parce qu'il y a aussi le biais du père. La famille Ball, elle s'est un petit peu fait détester dans les médias. Lonzo, on aime bien taper sur Lonzo, c'est assez facile. On aime bien taper sur la Mélo. Et en fait, non, il est là, en fait. Ça, c'est normal. Liangelo, ouais. Ouais, avec les prénoms, toi. En même temps, ils peuvent pas Donatello, Raffaello, ils sont tous là, mon gars. Mais puisque sur le terrain, en fait, il va arriver et je sais déjà ce qu'il va savoir faire en NBA, en fait. Il va jouer du pick and roll à haut niveau, il va être létal en transition sur les passes, sur le jeu rapide. Défensivement, bon, il n'a jamais défendu, ça on verra, mais il fait 2m1, ça peut valoir une polyvalence sur certains postes en défense. En fait, je sais ce qu'il va faire. C'est pour ça que moi je l'ai si haut. C'est parce que il y a d'autres joueurs, je sais pas ce qui se transpose directement. Lui, je sais. Et c'est bien que tu reviennes sur son profil parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui est autour et c'est normal avec la Melo Ball. Mais revenons sur son profil et ses qualités et ses défauts. Tu l'as dit en attaque. Je pense vraiment qu'on va se régaler. Ouais. Très honnêtement, il y a des mecs. On parlait de ça l'année dernière avec Ja Morant. On disait vous allez voir comme ce gars est incroyable sur ses passes, ses dunks. Bah, on a vu une saison rookie tout à fait fantastique. Et ben la Melo Ball. Alors il n'y aura pas des faces et des alley-oops comme Ja Morant, mais regardez donc le maestro du pick and roll. Ça, la taille pour son poste, c'est évidemment une énorme qualité. Comme d'illustres prédécesseurs, Erwan parlait tout à l'heure de Jason Kidd, mais parlons un peu de ses défauts. Donc la réussite de tir, on a parlé de son shoot, donc à lui de bosser, il n'y a pas de secret, à lui de bosser. C'est aussi dans la tête. On espère qu'il prendra moins de tirs compliqués, peut-être qu'être dans un système NBA avec un autre joueur qui peut porter la balle,
voudra dire peut-être plus de jeux sans ballon et du catch and shoot. En fait, on l'a quasiment jamais vu jouer sans ballon. Ah, mais il a toujours eu la balle. Moi, c'est la question que j'allais te poser, Ouais. c'est bien sûr. qu'on le voit et on parle beaucoup de lui balle en main. Mm. Une fois qu'il n'a pas la balle, ça se passe comment dans le jeu sans ballon? Ben, on l'a pas trop vu en fait. Je peux pas te dire. Quand il était sur le terrain, il jouait un pick and roll en fait. Le système à Illawarra, c'était un David Anderson ou Josh Boone, Ah oui. des anciens joueurs de NBA d'ailleurs, Mm. qui venaient poser l'écran. Et après, de la Melo prenait la décision de soit jouer avec le short roll, soit aller au cercle, soit step back pour tirer parce qu'il y avait eu le switch et donc il était sur le plus grand et c'était plus simple pour lui. Balle en main, on l'a pas trop vu tourner autour, jouer sans ballon. Franchement, balle en main, j'ai très très peu de possessions en tête où je l'ai vu sans le cuir. C'est vrai Et- qu'on le voit pas, on voit très très peu un autre mec qui prend un pick and roll, lui faire la passe et shooter. Ouais. Alors ça a dû arriver évidemment. On le voit peut-être sur des c'est rare. rebonds offensifs, des choses comme ça où il se retrouve avec la balle. Alors que c'est peut-être pas lui qui était à la base de l'initiation de l'attaque, mais on l'a pas trop vu, voilà, avec un gros créateur à Tu côté. peux pas jouer deuxième arrière encore, quoi. Pour ce qu'on a vu pour l'instant, De ce qu'on a vu. après deuxième arrière, Faudrait j'ai toujours trouvé ça plus simple que. Enfin en vrai, Faudrait qu'il c'est pas dur de trouver. faudrait enfin, qu'il montre qu'il Après, est, si t'as un point qu'il est mort bon en en catch attaque and et que tu shoot. bouges pas sans ballon, c'est toujours pareil. c'est vrai. Faudrait qu'il montre qu'il est très solide en catch and shoot pour ça. Et ça, Et on l'a Et vu. au-delà ça de c'est ça, difficile. Au-delà de ça, Savoir. faudrait que jouer sans ballon, c'est-à-dire être capable de prendre des écrans. Si ton défenseur fait un pas, ben, lui mettre une ligne de fond. Il y a des joueurs qui. Et ça, il y a qui se- plein de joueurs qui le font pas. Il y a des Franchement, joueurs qui excellent là-dessus et c'est des points faciles pour lui. Je pense que ça va être aussi quelque part, vu sa taille, ça va être, si on veut l'associer avec un deuxième meneur, par exemple, pourquoi pas, ça peut donner des idées à des franchises. Il va falloir qu'il progresse énormément là-dessus. C'est important le jeu sans ballon. Même Steph Curry, qui a Complètement. beaucoup le cuir, il est capable. Il il est joue très bon. beaucoup, il joue beaucoup de très démarrer. bon Oui, mais il est sans très Il fort. joue Il est très beaucoup. fort sans ballon. Ah bah Donc c'est voilà. un des meilleurs même. Hein. Il est très C'est fort. clairement un des meilleurs. Complètement. Ben, le C'est meilleur, c'est celui avec qui il joue. Donc c'est Klay Thompson. Ouais, mais c'est un peu différent, tu vois, entre les deux, parce qu'il y en a un qui ne joue que sans ballon. Voilà. Donc bon, c'est difficile de comparer. Il a un meilleur shoot. Je reste persuadé qu'il a un meilleur Que shoot Steph Curry, Thompson non, Je suis pas sûr, hein. ça marche aussi. que son frère au moment de la draft. Il a son Tu te souviens de pourtant à Mais moi UCLA, aussi, j'ai une un meilleur saison. tir- moi aussi, j'ai un meilleur tir que son Ouais, frère. mais il était à Et pourtant, t'as jamais été à 40% en une 40% saison à de 3 NCAA. points sur une saison NCA. Avec des tirs Mais il fantastiques. était à 50% lancé franc, Lonzo. On voit que la mécanique, franchement, il y avait un problème. Il a surnagé un an. D'ailleurs, il serait reparti de deuxième de la draft s'il n'était pas à 40%. Je pense pas qu'il serait passé devant Darren Fox, notamment, au moment de sa draft. Même s'il a 25% au tir, sa mécanique, elle est meilleure. Il a 72% lancé franc de mémoire sur la saison. C'est pas. Alors, pour un meneur, pour un initiateur offensif, c'est pas assez. Mais après, tu vois, on parle des aventures, ça se voit quand il veut lancer franc, il s'en bat les couilles. Ouais. Moi, je trouve que ça se voit dans son comportement. Il est là, il tire, il Mais regarde, Luka, il est aussi à 70%, il s'en bat pas les couilles. Qui ça? Luka, au lancer franc. Luka, mais alors Luka, c'est inexplicable. C'est l'occasion d'une autre vidéo, ça. Comme mais- Avdija, des prospects Ah ouais. comme ça où on comprend pas. Le lancer franc, hyper intéressant, peut-être mentalement aussi pour voir la Melo. Le meilleur exemple, c'est LeBron James au lancer. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Mais la Melo est un meilleur shooter que Lonzo, malgré des pourcentages moins. Bon, faut voir. En fait, faut le regarder pour comprendre. Et donc, je pense qu'il prenait beaucoup de tirs compliqués. Il a des gros flashs en sortie de dribble, step back à 10 mètres, tout ça. Il va falloir qu'il monte, comme tu as dit, pour son ballon, qui peut être solide en catch and shoot. Après, des coups de sang, il peut en avoir. Hein. C'est des joueurs de talent. On sait que oui, ils mettent des tirs à 10 mètres derrière des dribbles. Il a mis avoir 2 2-3 triples-doubles. séquences. Il a mis 2 Il est triples-doubles capable. dessus. Maintenant, c'est ce qu'on va attendre de chez ces mecs-là, qui sont encore très jeunes. C'est petit à petit, c'est qu'ils soient réguliers. La NBA, c'est une usine à gaz. C'est 82 matchs. Un marathon. C'est Surtout la 82 matchs de prochaine saison. régulière. Moi, j'ai peur. Ça va être des playoffs pour les plus chanceux. Donc, il faut gagner en régularité. Parce que des mecs qui font des up and down, au bout d'un moment, ils sortent là-dedans. Mais moi, je suis pas Et là, spécialement inquiet pour lui. Il a joué 12 matchs, en fait, en NBL. Qui ça? Bah, la Melo. Comme ça. Le championnat a duré moins de 15 matchs. Il a duré parce qu'il Ah, en il a Australie, été tu veux dire? ouais, Ah oui. Donc, en termes de régularité, il n'a même pas la saison NCAA qui est une trentaine de matchs. Donc, ça va être un peu intéressant de le voir, comme tu dis, Après, gagner en sur sa saison rookie, on imagine qu'il va y avoir des hauts et des bas, des trous. C'est le jeu. Il va y avoir des gros. c'est- ouais, c'est ça. c'est le jeu. Après, alors, la question subsidiaire, c'est est-ce qu'il sera numéro 1 de la draft déjà? Bon, pour moi, c'est le meilleur joueur de la draft. Mais je pense pas qu'il sera. Je pense que. Est-ce que Minnesota le prend? Moi, si je suis Minnesota, je le prends. Parce que je prends le Pour meilleur. le faire jouer, Ah, pour mais en faire quoi? Pour le faire jouer. Si tu le prends, après, il y a quand même dans les Ah, bureaux, zéro, va falloir passer 2-3 coups de fil pour savoir ce qu'on fait. Tu as quand même D'Angelo Russell qui est dans le profil, c'est le même délire. Hein. Oui, mais je passe pas outre ce que je pense être le meilleur joueur de la draft pour D'Angelo Russell. Très bien. Mais ça, C'est une c'est- vraie tu théorie. draftes au potentiel plutôt qu'au Je draft besoin. toujours au potentiel plutôt qu'au fit. On a des gros Oui, débats à l'intérieur de l'équipe Ça, c'est un d'envergure. super débat, ça. hein. Ça, c'est- Pareil, si Alors, t'as- encore plus quand t'as un numéro parce 1, que, 2 ou 3. mais s'ils prennent Wiseman aussi, pareil, ben Anthony Towns, donc ils ont un numéro. Ouais, t'as- ils ont un numéro ouais. 1 comme il s'appelle Anthony les Edwards, Wolves, après. mais ça les met plus dans la merde qu'autre chose, j'ai l'impression. C'est ça, en gros, c'est une équipe qui est au numéro 1, mais
qui n'aurait pas dû être au numéro 1, je pense, s'il n'y a pas eu les blessés, si Towns n'aurait pas joué 30 matchs, s'ils n'avaient pas changé l'effectif. Depuis 4 ans, ils changent l'effectif tous les ans, les Wolves, il n'y a aucune continuité dans cet effectif. Ils se retrouvent avec le numéro 1 dans une draft où il n'y a pas. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Les gens vont dire, ouais, Lamelo, s'il est en 1, c'est nul. Mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de tête de gondole générationnelle dans cette draft. Il n'y a pas Zion, il n'y a pas LeBron. Il n'y a pas Ouais, Zion, il n'y a pas Towns, il n'y a pas Derrick Rose. Il n'y a même pas Ben Simmons. Il n'y a même pas, oui, il y a pas Ben Simmons, clairement. Par rapport à il n'y a même pas Ja Morant. Ja Morant, pour moi, il part numéro 1 dans la draft cette année. Oui, s'il est là cette année, il est numéro 1. D'accord. Lamelo, l'année dernière, il serait parti 3 ou 4, je pense. Mais donc, en fait, faut pas comparer Lamelo avec Zion, avec les anciens numéros 1 de draft. C'est pour ça que beaucoup parlent que cette draft fait penser à 2013. Et Anthony Bennett, là. Je souhaite un autre destin qu'Anthony Bennett, mais dans 2013, quand même, est sorti CJ McCollum ou Giannis Antetokounmpo, donc des très forts joueurs de basket. Mais moi, c'est des gros débats à l'intérieur de l'équipe envergure. Des gens ne sont pas d'accord avec moi, et franchement, c'est le meilleur débat pour moi, c'est le débat fit contre meilleur joueur. Moi, je suis un pape du meilleur joueur. C'est-à-dire que j'ai mes 2 exemples à chaque fois. C'est-à-dire que les Sixers ont drafté Joel Embiid un an après avoir pris Nerlens Noel. Et je pense qu'ils ne le regrettent pas. Et Boston a drafté Jason Tatum en avoir pris Jalen Brown. Et ils avaient déjà Jake Roder dans l'effectif en sachant qu'ils allaient signer Gordon Hayward. Bah ouais. Je pense que tout Boston est très content qu'ils aient drafté Jason Tatum et qu'ils n'aient pas pris un meneur ou un intérieur. Vaut mieux aligner, empiler les bons joueurs et après rectifier. C'est ma théorie. C'est ma théorie. T'en dis quoi, toi, Erwan? C'est intéressant ça, sur le débat philosophique qui n'a rien à voir dans le truc avec la Melo Ball, mais ça m'intéresse. Ça a à voir avec la Melo sur les Wolves ou avec les Warriors. Parce qu'il y a. Il y a numéro 2. Il y a Curry et il y a Thompson. Moi, honnêtement, si je suis les Warriors, je prends pas la Melo Ball vraiment. S'il est dispo, tu le prends pas. Si tu veux garder ton pick et aller chercher un jeune joueur, tu vas pas chercher la Melo Ball. Non. Je pense pas. Si je suis les Warriors, parce que chaque franchise pour moi a sa vérité. Donc là, tu es en train de dire. Par contre, chez les Wolves, je pense que je vais le chercher. Alors du coup, théoriquement, toi, Erwan. À D'Angelo Russell, pour moi, c'est un backcourt qui pourra régaler un peu en attaque, mais qui n'aura aucun avenir parce que personne défend et que c'est des nonchalants talentueux, donc tu peux en avoir un, pas deux comme ça. Mais quelque part, tu te donnes les moyens de dire de monter après des trades avec des mecs qui ont de la valeur. Bon, ça fera une 16e équipe pour D'Angelo Russell en moins de 8 mois, mais bon, ça, c'est pas leur problème. Mais par contre, Warriors, c'est beaucoup trop structuré aujourd'hui. Je pense que la saison prochaine, avec Thompson, Curry qui reviennent, Wiggins qui montre de belles choses, qui apparemment bosse beaucoup, les Warriors sont contents. Ils sont peut-être éventuellement aussi sur Dwight Howard, on l'a vu. Je pense que moi l'année prochaine les Warriors vont vouloir gagner le titre. Je suis pas sûr que mettre la Melo Ball dans cette équation, ça t'aide à gagner le titre. Alors tu m'as pas répondu à ma question et ça m'intéresse, on pourra la sortir d'ailleurs. Non, tu me parles sur ce qui se passe à l'instant T, mais moi j'ai envie de savoir si toi tu es GM d'une franchise NBA. Mais laquelle de franchise alors? Mais quelle que soit la franchise, c'est pas mon problème. Est-ce que tu es plutôt comme Alan en disant qu'il faut aller chercher quoi qu'il arrive le plus talentueux, ou alors tu vas privilégier le fit? C'est vraiment un débat théorique. Non mais c'est un débat, oui, théorique, mais le problème, c'est que chaque franchise a sa vérité. Tu ne veux pas répondre à ma question? Je l'ai senti. Alan, tu vois ce qu'il fait? Moi, je suis GM des Timberwolves, je prends la Melo Ball. C'est ce que je dis, tu ne veux pas répondre à ma question. Déjà, sur le côté market, déjà, tu vas vendre des maillots. Et puis après, tu essayes, tu les mets, t'empiles des joueurs. Et au moins, une fois pendant la saison, tu peux, après, tricoter, dire, tiens, finalement, le Russell vaut ça, je peux récupérer ça. Parce que t'es les Wolves et que tu donnes le temps de travailler. Moi, je pense que les Warriors, qui sont 3 fois champions sur les 6 dernières années, ils vont revenir avec leur star. Ils vont vouloir jouer le titre. Et si tu veux jouer le titre, j'irai plus sur un poste intérieur, genre Wiseman, tout ça, plutôt que d'aller choper la Melo Ball. J'entends, il y a 30 franchises, et la vérité des 30 franchises, c'est pas la même. Du coup, moi, je vais répondre à ma propre question parce que je la trouve intéressante, mais il n'a pas envie d'y répondre. C'est très intéressant. Alain, j'y ai pas répondu. C'est très intéressant. En fait, je pense que ce qui est intéressant. D'une franchise, il y a 30 franchises. Ce qui est intéressant, c'est parce que les Warriors, c'est une situation caduque, en fait. Ils sont là. Encore pire que les Wolves. Encore pire que les Wolves. Bah oui. En gros, mais je pense que même moi, si je suis les Warriors, je prends la Melo. Ok. Moi, tu vois, là où je vais dans ton sens, c'est que je pense que la draft, et j'enlève les Warriors et les Wolves, c'est ça ma question. Je pense pas à la draft 2020, je pense en général. Lorsque tu vas à la draft, ton but, quand tu es 1, 2 ou 3, quelle que soit ta saison d'avant, les stars que tu as, c'est d'aller chercher ce mec générationnel. Et normalement, ton top 3 te permet d'avoir, pas le top 2, pas le deuxième choix, mais ton top 1 en tout cas, top 2 et top 3, tu as la chance d'avoir un mec qui va changer l'histoire de ta franchise. Que tu sois nul, que tu sois une super franchise, on a vu des très bonnes franchises drafter des très bons mecs. Boston, c'est un bon exemple. Boston, c'est un très bon exemple. Bon, c'était un peu de la chance parce qu'il y a eu l'arnaque avec les Nets et tout, mais Boston est quand même une équipe un des meilleurs moves qu'on ait jamais vu. Boston est quand même une équipe de playoff qui est là, mais ils disent non,
On va prendre le meilleur. Je me rappelle, tout le monde disait, parce que Tristan Thompson défonçait en playoff Boston, tout le monde disait il faut un intérieur, il faut un intérieur. Mais ils ont dit ouais, mais il y a. En fait, s'il y a un intérieur qui est sur le board, qui est meilleur que la Melo pour eux, qu'ils le prennent, ça me dérange pas. Mais s'ils ont la Melo au-dessus et qu'ils disent non, mais on prend l'intérieur parce qu'on a besoin d'intérieur, ça me dérange. C'est ça qui me dérange. Boston a dit non, pour nous, il n'y a pas. Dans la draft de 2016, ils ont dit. Markel Fultz. C'est ça, ils ont Lonzo. dit pour nous, Tatum est le meilleur joueur de cette draft. Et tout le monde, certains disaient, mais prenez Isaac potentiellement pour le côté défensif à l'intérieur, ça peut être intéressant. On prenait un intérieur. Ils ont dit, ouais, mais nous, on veut prendre le meilleur joueur. Et j'ai dit, Tatum, pour moi, c'est le meilleur joueur et je le prends. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien chez une franchise parce que empiler en fait, la draft, c'est de la loterie, même tout en haut. Donc, je veux me donner le plus de chances possible d'avoir un bon joueur. Et pour les Wolves, moi, ça me dérange. Si ça continue à être le marasme, tu fais quoi si Towns, dans 2 ans, il demande son trade Et c'est ce qu'il a fait. Et qu'il n'est plus là. Donc, tu aurais drafté en fonction de Towns et en fonction potentiellement du fit avec Russell. Si Towns n'est plus là, je préfère prendre le meilleur joueur disponible pour l'après Towns. Je pense qu'il faut déjà penser à l'après Towns du côté. C'est triste, du côté des Wolves. Non, mais c'est triste, mais ça se tient. Mais ça se tient parce que ça peut être potentiellement une des prochaines grosses stars à bouger. Quand Anthony Towns via trade, tu pourras aller le chercher parce qu'on sait que la free agency 2020 est assez moyenne. 2021, il y aura des gros poissons. Si une équipe se manque en 2021, elle pourrait dire bon, on va chercher Towns. Et si les Wolves se retrouvent sans Towns et qu'ils ont drafté un mec pour potentiellement fitter avec Russell et Towns et qu'il n'y a plus Towns et que c'est un joueur moins talentueux et que la Melo pète ailleurs, je pense qu'ils le regretteront. Non, ça se tient, c'est sûr. Et puis il y a un truc, c'est que le potentiel, le fit vient après le potentiel. C'est vrai que à 2 joueurs avec à peu près, tu considères qu'il y a 2 joueurs qui ont à peu près le même potentiel. Là, le fit vient clairement en ligne de compte. Mais s'il y en a un qui est largement meilleur que l'autre, ce serait con de se passer. Et pourtant, on a vu des franchises qu'on ne citera pas aller choisir des mecs parce qu'il te manquait un poste 2. Ouais. Alors que tu devrais aller chercher le meilleur poste 4 possible. Il n'y a pas de Kings, évidemment. Il n'y a pas de sens exact en vrai. La draft, il y a Non, c'est sûr. beaucoup de ratés, des belles réussites aussi. Mais c'est vrai que moi, les exemples Philly et Boston, ça m'a renforcé dans mon idée que c'est intéressant. À moyen et long terme, c'est payant. À moyen et long terme, même si C'est plus payant comme ça que. Surtout dans la NBA, les gens disent Ah ouais. il y a doublon sur le poste. Ouais, mais tu peux avoir beaucoup de créativité dans tes line-up maintenant. Tu peux Faut faire. avoir un bon coach quand même pour faire Bien sûr, mais tu vois, OK, si je joue avec 3 meneurs cette année. On me dira, et ça a marché. Et ça a marché. C'était létal leur line-up à 3 meneurs. Donc, ils n'ont pas trop souffert en défense en plus. Donc, je me dis, voilà, ouais. même si c'est empiler le talent et qu'on pourrait y avoir une absence à un autre poste, va prendre le talent. Moi, c'est un truc que je me dis. Ok, alors pour clore cette petite vidéo sur la Melo Ball, sur votre mock draft, la Melo Ball finit à Chicago. C'est l'idée d'Alex. Alors vas-y, tu peux nous développer un peu quelle est l'idée d'Alex? Les Warriors, ce qui est sorti, c'est que les Warriors adorent Haliburton. Mais Haliburton, en 2e choix de draft, franchement, ça serait un reach, mais s'ils le veulent et qu'ils le font, bon, pas de souci. Donc on a dit peut-être que les Warriors cherchent peut-être à vendre s'ils veulent Haliburton, ils se disent bon, on pourrait l'avoir plus tard peut-être. Donc pourquoi pas récupérer un asset en plus en descendant la draft. Et on a fait monter Chicago qui même s'ils ont drafté Kobe White, je passe pas. Même si j'ai Kobe White, je draft quand même la Melo Ball. Oui. Le Kobe White a montré de très belles choses cette saison en tant que rookie. Très bien, 6e homme, super, il met du jus. Bravo, il fait kiffer. Il fait kiffer. Qu'est-ce que tu fais de Chris Dunn alors? Non, je rigole. Chris Dunn, je t'embête, ne réponds même pas à cette question. Chris Dunn, il va le prête au Shark d'Antibes. C'est un très bon Avec Ali Traoré, il sera très bien. One to punch. Il va lui apprendre la vie un peu. S'il peut jouer, parce que le problème de Chris Dunn, c'est qu'il ne joue jamais au basket, malheureusement. Qui jouait poste 3 cette année avec Chicago même, parce qu'il défendait sur les postes 3, mais qui c'est pas un meneur. Pauvre Chris Dunn, moi j'ai de la peine pour lui, c'était un vrai gars. Et donc il récupérait quoi les Warriors dans ce cas-là du coup? Un pick en plus, un asset en plus. Pour l'année prochaine, un premier tour. Voilà, ou un début 2e, je crois, ou un. Ça fait pas beaucoup quand même pour un 2e shot draft quand même. Ah mais c'est une draft où franchement personne veut monter, donc peut-être que t'as pas besoin de lâcher beaucoup si tu veux monter. D'accord. Donc la Melo installée. Donc c'est Billy Donovan qui est donc du côté des Bulls. Donc en gros c'était pour jouer du pick and roll. Je pense que dans l'idée d'Alex c'était vraiment augmenter le plafond offensif de l'équipe, créer de l'espace pour essayer de remettre un peu en place Lauri Markkanen. Lui mettre la Melo Ball, ça peut être bien pour bien le servir
Wendell Carter, c'est pareil. Je pense que ces deux joueurs-là ont pâti Clairement. d'un Manque de créativité. du manque d'un meneur Bah qui oui. peut vraiment des séries dans des bonnes positions. C'est sûr que Zach Lavine, Là où Jaren Jackson, par exemple, a eu Mike Conley puis Jamorant pour vraiment bien le servir et le mettre en valeur, c'est important. Ça, c'est clair. Satoransky, il a un peu essayé, mais on aime trop dur, beaucoup c'est- Satoransky, Ah mais oui. c'est plus. Il a eu du mal trop sur la dur pour lui. saison, Satoransky. bien sûr, mais c'est pas son. Enfin, le plafond est pas assez élevé. C'est ça. Genre, franchement, Clair. les Bulls depuis 2-3 ans, tu as du Ryan Archidiakono, Shaquille Harrison qui a joué à la main. C'est vrai. C'est des meneurs backup au mieux pour moi. Ils mettent un Lamelo. Ça s'appelle ça les troisième meneurs, mais après. Ouais, ils mettent un Lamelo. Alors, défensivement, ça peut poser question parce que le bas court Lamelo Lavine, défensivement, ça peut être dur. Offensivement, ça peut être très très intéressant à voir ce qu'ils vont faire avec Otto Porter. Beaucoup de gens des Bulls sur Twitter veulent un poste 3. Et eux, ils veulent un poste 3 parce qu'ils Otto Porter, ils aiment Kobe White, ils Ouais. aiment Lavine et il y a un peu de doute sur le futur d'Otto Porter. Moi, je pense que leur mettre Lamelo, ça peut être très très bien. Bah, de toute façon, tu sais, c'est toujours simple hein, quand les mecs sont dans S'ils ton peuvent équipe. le récupérer, il faut qu'ils le prennent Non, mais, direct. absolument, mais tu sais, quand il y a les mecs qui sont en place, Kobe White fait une bonne saison de rookie, Mm. c'est normal que tu veux le privilégier, les C'est mecs ça, sont en place. t'aimes toujours Après, tes jeunes. C'est normal. franchises adorent leurs Dans les- jeunes. tu sais que quand t'es fan d'une équipe, t'adores Mais- tes jeunes. Mm. Ça, c'est vrai. À part, Moi, Kevin j'adore Kobe White, mais il leur faut un mec, il leur faut un patron de maison. Kobe White, c'est le chat de la maison qui va courir partout. C'est un score à micro-ondes. Voilà. Ouais. Jones. Ouais, c'est top. Et il leur faut un mec pour mets-toi là, tiens. Et puis je La te dis, Mélodome est partout. Markkanen, Ouais. on a presque oublié que Laurie Markkanen est un joueur fantastique. Carter. Et Wendell. donc ils ont deux mecs à l'intérieur vraiment et qui sont, tu l'as dit, depuis 2 ans orphelins d'un mec un peu Ouais. pour mettre un peu en place et qu'ils aient un peu des ballons. Ouais, ils forts. ont investi 2 top 10 sur des intérieurs. Et ces joueurs-là ne progressent pas ou Et sont parce que t'as pas de servis. meneur. Donc parce que t'as pas de bons meneurs pour les séries. Donc je pense que les Bulls, ils sont montés en 4. Ils ont eu un peu de chance à la loterie. Ils vont se diriger vers un meneur, moi je pense. Bon, ce sera intéressant en tout cas, et puis on verra si les Warriors, ce que feront les Warriors du coup avec ce choix 4, s'ils le gardent, ça va être passionnant, c'est le 18 novembre de toute manière, on sera en direct. Ici même, on a fait le tour sur ce petit Lamelo Ball, qu'il soit premier, deuxième ou troisième, et ben, on pourra en discuter, et de toute manière, les attentes autour de lui sont tellement énormes qu'on va suivre Ah ouais, il va. les Summer League, le début de la saison, enfin les Summer League, il n'y en aura pas d'ailleurs, Je sais pas, ouais. mais ses premiers pas en NBA, ça va être passionnant. Lui, l'homme aux 5,2 millions de followers sur Instagram, il doit avoir un max de meufs autour de lui. Voilà, Et, je voulais finir là-dessus. Il doit avoir Et- des sacrés DM. Et il a racheté Le club australien. australien. Parce qu'il a dit que le club avait peut-être des difficultés un petit peu. Il a dit qu'il avait été super bien accueilli là-bas, qu'il avait mis en lumière. Donc il a dit qu'il Ça régale ça. Hein. qu'il devenait investisseur et tout. Ça m'étonnerait pas, d'ailleurs ça pourrait être intéressant qu'on voit des jeunes américains peut-être aller jouer là-bas au lieu de passer par la NCAA. Déjà on en voit tous les ans qui vont un peu ailleurs. Il y a la G-League cette année qui Ouais. en accueille. Ça pourrait être intéressant à voir. Ce sera parmi les petites interrogations des prochaines années qui arrivent. Voilà les amis, on a fini avec la Melo Ball. La semaine prochaine, on ira sur le potentiel style de la draft. Alors de moins en moins puisqu'il est très haut ces derniers temps. C'est Patrick Williams, pas à confondre avec l'acteur, hein, le gars qui est dans Insidious, mais bien le joueur de basket. Hein. Allez, on se retrouve dans 2-3 jours. Ciao.